Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons pu voir précédemment que les orchidées étaient prêtes à arnaquer leur montre pour se reproduire en utilisant des fleurs ressemblant à des insectes et sentant comme des femelles afin d'attirer les mâles, en se travestissant afin de ressembler à une autre fleur appréciée par les pollinisateurs ou en formant des pièges forçant les animaux à se recouvrir de leur pollen. Mais nous allons pousser un peu plus loin notre étude et découvrir que les orchidées ont pu proliférer grâce à leur capacité à tromper les autres. Contrairement aux plantes qui essayent de trouver généralement un endroit propice pour pousser, les orchidées ne rechignent pas à s'établir dans des zones peu hospitalières. Car ces zones, boudées par les autres plantes, signifient qu'elles y trouvent beaucoup moins de concurrence, ce qui est une aubaine pour nos plantes aux magnifiques fleurs. C'est en partie ce qui peut expliquer pourquoi certaines orchidées se retrouvent dans des zones au sol très pauvres, quand il n'est pas carrément inexistant comme pour les nombreuses espèces épiphytes poussant accrochées au tronc ou aux branches des arbres. Néanmoins, il faut reconnaître que vivre et proliférer dans des endroits inhospitaliers implique directement une très forte mortalité qui doit d'une façon ou d'une autre être prise en compte pour que l'espèce puisse survivre. Et justement, les orchidées semblent avoir trouvé la stratégie parfaite afin d'assurer le devenir de leur famille, miser sur la quantité. Là où les plantes investissent normalement énormément d'énergie afin de faire des graines assez grosses pour contenir des réserves nutritives, alimentant la plantule au moment de sa germination, les orchidées ont-elles pris le contre-pied de cette méthode. Elles vont fabriquer des graines minuscules, de quelques centaines de microns de diamètre, ressemblant quasiment à des grains de poussière. Ces graines ne contenant aucune réserve nutritive, cela diminue énormément leur coût de fabrication, permettant d'en fabriquer plusieurs dizaines de milliers par fleur fécondée. Plusieurs avantages découlent directement de ce choix. Premièrement, leur petite taille assure à ces graines une excellente dispersion par le vent. Deuxièmement, l'absence de réserve nutritive rend la graine très peu calorique et donc inintéressant à manger. Troisièmement, le tégument épais protégeant le germe résiste à la mastication et au passage dans un tube digestif si jamais la graine venait à être avalée par mégarde. Mais ces avantages sont contrebalancés par deux énormes inconvénients, l'épaisseur justement du tégument qui empêche la graine de germer facilement, tandis que l'absence de réserve nutritive dans cette même graine empêche le germe de commencer à pousser même si les conditions idéales étaient réunies. Là encore, pour pouvoir avancer, l'orchidée va donc s'en remettre à quelqu'un d'autre afin que sa progéniture puisse commencer à se développer. Seulement cette fois-ci, l'arnaque va se concentrer sur un autre domaine du vivant, puisque la cible est un champignon. Le champignon va réussir sans beaucoup d'efforts grâce à ses enzymes à dégrader le tégument et à le digérer, puis se frayer un chemin à l'intérieur de la graine où il va faire la rencontre des racines du germe. Les champignons sont habitués à nouer des liens avec les racines des plantes. Ces dernières leur fournissent du sucre dont ils raffolent, fabriqué grâce à la photosynthèse par les feuilles et que les champignons sont incapables de fabriquer eux-mêmes. En échange, les champignons fournissent aux feuilles des sels minéraux qu'ils puisent dans le sol beaucoup plus efficacement que les racines, faisant que tout le monde y trouve plus ou moins son compte. Seulement, notre germe d'orchidée n'a pas de réserve qui puisse intéresser le champignon, et n'a pas non plus de feuilles pour fabriquer le sucre qu'il recherche, mais dont elle a également désespérément besoin pour pouvoir grandir. Puisque le champignon tisse des liens avec plusieurs plantes à la fois, il possède normalement déjà du sucre qui circule dans son système de mycorhize. Le germe accepte donc avec plaisir les minéraux proposés par le champignon, mais va également directement se servir en sucre dans le système de ce dernier, pillant sans vergogne ce que le champignon avait échangé à d'autres plantes. Cependant, ce vampirisme ne va durer qu'un temps. Une fois la première feuille formée, l'orchidée est alors en capacité de synthétiser son propre sucre, qu'elle partagera alors avec le champignon qui a été jusque-là sa seule source de nourriture. La relation de parasitisme se mue donc en mutualisme. En l'absence de champignons, les graines d'orchidée peuvent patienter quelques années que la rencontre se fasse. Mais au bout d'un certain temps, les éléments auront raison de cette poussière microscopique qui finira par être ballottée, se retrouvant dans un cours d'eau où, emportée par le courant, elle n'aura plus jamais la possibilité de rencontrer un champignon avec qui filer le parfait amour. Le germe finira donc par mourir et sera ainsi perdu à jamais. En fabriquant ainsi des dizaines voire des centaines de milliers de graines par fleur, les orchidées contrebalancent donc la mortalité très importante de leur progéniture, assurant ainsi au fil du temps la diffusion de leurs gènes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les orchidées ont su s'adapter à leur environnement pour conquérir l'ensemble de la planète dans presque tous les biotopes possibles. Si la plupart d'entre elles ont une nette préférence pour les zones boudées par les autres plantes, c'est principalement parce que la concurrence pour les ressources y est quasiment absente. Afin d'appuyer sa propagation dans ces endroits parfois hostiles, la stratégie reproductive de l'orchidée est très élaborée et extrêmement sélective. À l'inverse des autres plantes qui produisent des fleurs remplies de nectar pour que les pollinisateurs divers et variés participent à leur reproduction, les orchidées vont généralement spécifiquement cibler une espèce de pollinisateur sans laquelle il n'y a pas de fécondation possible de la fleur.
Contrairement aux autres plantes qui produisent des graines en relativement faible quantité, mais qui disposent de réserves abondantes de nutriments pour que le germe puisse commencer à se développer, les orchidées vont-elles produire une graine minimaliste, sans aucune réserve, dont la germination n'est possible que si un champignon est dupé par la plantule pour lui permettre de pousser et de grandir. L'orchidée semble donc aller totalement à contre-courant du reste du règne végétal en devenant ultra spécialisée dans chacune de ces étapes pour assurer une bonne efficacité. Cependant, si la relation de parasitisme de la jeune orchidée cesse lors de la formation de sa première feuille pour se transformer en une relation proche de la symbiose, certaines espèces d'orchidées ont trouvé dans le parasitisme un mode de vie qui leur sied beaucoup plus. C'est le cas par exemple de la Coralloris striée et de l'Epipogon sans feuilles, surnommée parfois plante fantôme pour sa couleur blanche légèrement translucide, qui ne produisent que des feuilles de quelques millimètres totalement dépourvues de chlorophylle. Incapables de subvenir à leurs propres besoins par la photosynthèse, leur survie dépend entièrement de leur capacité à parasiter leurs champignons. Ces espèces sont même considérées comme épiparasites, car si elles tirent du champignon tout ce dont elles ont besoin, le sucre que leur procure ce dernier provient lui directement des pins avec lesquels ils sont en symbiose. Ainsi, on peut considérer qu'indirectement, ces orchidées sont par le truchement du champignon des parasites du pin. Mais au-delà de ces rares exceptions, les orchidées restent néanmoins extrêmement dépendantes de leurs champignons. Nous l'avons vu au premier stade de leur vie, puisque sur les millions de graines qu'une orchidée est en mesure de fabriquer tout au long de sa vie, peu de chanceuses rencontreront le champignon en mesure de les faire germer et grandir afin d'assurer la prochaine génération. Si la plante s'empresse généralement de rétablir l'équilibre dès que possible avec son champignon, faisant de lui un symbiote, c'est que même une fois adulte, elle reste extrêmement dépendante de ce dernier. Les orchidées ont en effet des racines épaisses destinées à fixer solidement la plante sur son support. Incapables de produire des radicelles, qui ne sont rien de moins que des racines de très faible diamètre, elles ne possèdent donc pas assez de surface racinaire pour efficacement puiser dans son environnement l'eau et les minéraux indispensables à sa survie. Elle compte donc quasi intégralement sur son champignon symbiotique, qui est lui capable de faire pousser en quelques heures de minuscules filaments plus fins que des cheveux, afin de puiser de l'eau et des minéraux, denrée dont la plante a un besoin vital, et qu'elle n'oubliera pas cette fois-ci bien sûr d'échanger contre du sucre tant attendu par le champignon. Cependant, si là encore l'orchidée semble exploiter d'une nouvelle façon son champignon, sachez néanmoins que toutes les plantes et tous les champignons vivant en symbiose procèdent plus ou moins de la même façon. La relation plus ou moins symbiotique entre les plantes et les champignons fait de ces derniers une extension extrêmement flexible du réseau racinaire à l'adaptabilité phénoménale. Au final, la vie et la survie des orchidées ne seraient pas possibles sans le reste du monde vivant, tant ces dernières tirent profit tout au long de leur vie des différents embranchements du vivant via l'exploitation directe des champignons et des animaux et indirecte des autres plantes. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui clôt le diptyque sur la vie et la reproduction de l'orchidée. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.